Merci Laurent de cette impressionnante introduction. Merci à Georges et à Maria également pour leur confiance et l'organisation de ce colloque. Je vais m'exprimer effectivement en philosophe, mais en philosophe infirme, auquel il manque douloureusement d'être musicien. Mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que les philosophes paraissent souvent envier les musiciens ? Songez simplement à Rousseau. Il n'a jamais souhaité qu'on oublie qu'il avait une œuvre de compositeur et que sa polémique, par exemple, avec Rameau, révélait un vrai conflit entre musiciens au sujet des mérites comparés de l'harmonie et de la mélodie. Songez à Nietzsche. Il a lui aussi composé des œuvres qu'on peut écouter encore, et ses relations avec Wagner ne sont pas exemptes d'une grande jalousie. Nietzsche qui disait « Sans la musique, la vie serait une erreur », il n'a jamais cessé d'en appeler à la musique de Bizet, et à la danse pour atteindre le gai savoir et la grande santé, ce qu'il appelait la grande santé. Songez à Bergson et à tant d'autres qui révèlent leur vocation déçue pour la condition du musicien, comme si la philosophie était pour eux un pis-aller. Récemment, un ami que Francis Wolff et moi-même partageons, André Comte-Sponville, décrivait son amour absolu pour Schubert et il demandait « Que serait la vie sans la musique ?» Et il ajoutait ceci qui a valeur d'humilité. Il ajoutait ceci, Beethoven, c'est moi, en mieux, bien sûr, en plus grand ou en plus grave, ou plutôt, je serais lui si j'avais son génie. Pourquoi faut-il donc que les philosophes se sentent si souvent en défaut par rapport aux musiciens ? On trouve beaucoup moins d'humilité chez les scientifiques et les ingénieurs, qui, eux, osent souvent réduire la musique au calcul et considèrent parfois qu'elle est chose du passé, en tout cas sous la forme qu'elle traduit chez Mozart, Bach, Schubert, Beethoven ou Wagner. Si certains d'entre eux estiment que la musique exprime la quintessence du monde, comme dit Schopenhauer, eh bien leur conception du monde se prête mal à la musique représentée par les grands noms que je viens de citer. Un monde qu'on réduit en éléments discrets, en atomes, en bits, en gènes, en sons, en pixels, en éléments discrets donc numérisables et interchangeables, un monde qu'on entend décoder à l'aide d'algorithmes, ce monde a besoin d'une autre musique, dont le dodécaphonisme, la musique atonale ou informelle ont pu sembler à certains le prototype. Adorno, commentant Stravinsky, Schoenberg ou Stockhausen, est sur ce point éclairant. Mais il s'agit encore là de musique, assurément. En est-il encore question dans la prétendue créativité musicale que revendiquent les machines à traiter le son? La principale figure californienne du transhumanisme, Ray Kurzweil, mériterait ici notre attention. Fils du grand chef d'orchestre Frédéric Kurzweil, Ray Kurzweil a entrepris dès les années 1970 la fabrication de synthétiseurs et de pianos numériques, de pianos fortes et de logiciels de reconnaissance de thèmes musicaux. On sait peu de choses de son approche de la musique classique, sinon qu'il a découvert Brahms très tôt, avant de s'employer à interpréter des compositions obtenues avec son ordinateur. Ray Kurzweil veut, dit-il, faire renaître son père, sous la forme d'un avatar qui bénéficierait de toutes les données qu'il a pu collecter sur lui. L'imitation, offrant à son père une second life, semble avoir chez lui la vertu de satisfaire sa vie émotionnelle de fils endeuillé. Prête-t-il cette même vertu au dispositif qui produirait l'imitation des grandes œuvres ? Eh bien, on pourrait le croire.
Enquêtant sur l'intelligence artificielle récemment, Gaspard Koenig raconte sa rencontre en Californie du compositeur David Kopp, qui, depuis des décennies, crée de la musique à partir de lignes de code. Ce compositeur, rapporte Koenig, est connu pour avoir conçu un algorithme capable de générer des morceaux à la manière de Bach, de Vivaldi, de Mozart ou de Chopin. Au cœur de la culture numérique, la création musicale cède la place au design. L'œuvre se réduit au résultat d'une combinatoire pour laquelle la machine automatique est évidemment l'instrument idéal. Comment s'étonner que des transhumanistes, auxquels on objecte aujourd'hui qu'ils ruinent la vie culturelle en militant pour l'hégémonie absolue de l'intelligence artificielle, comment s'étonner que ces transhumanistes répondent que nous allons y gagner, puisque la productivité des algorithmes permettra la multiplication des œuvres à l'infini. Telle est la situation sur laquelle je désire attirer l'attention. D'un côté, des philosophes qui auraient rêvé d'être musiciens, de l'autre, des technoscientifiques qui annoncent supplanter les musiciens ou au mieux leur offrir l'automatisation qui augmentera leur pouvoir créateur. Il est possible que les raisons qui pouvaient contribuer à privilégier la musique aux yeux des philosophes soient justement celles qui seraient requises pour repousser l'offensive transhumaniste contre la culture musicale. Je voudrais seulement examiner ce point en cernant ce qui fait l'attractivité de la musique pour la philosophie telle qu'elle s'exprime notamment chez Schopenhauer. La philosophie est affaire de concepts, la musique d'émotions. C'est là une banalité. Comprendrait-on mieux le monde avec de l'affectivité plutôt qu'avec de l'entendement? Les courants irrationalistes répondent habituellement par l'affirmative. Mais les philosophes dont j'ai évoqué le nom ne sont pas irrationalistes. Et pourtant, ils accordent à la musique ce privilège de nous offrir d'atteindre l'essentiel. Elle n'est pas simple moyen d'expression, la musique. Elle nous donne, je cite Schopenhauer, ce qui précède toute forme, le noyau intime, le cœur des choses. Il faut donc croire que cet accès au monde est donné sans concept, grâce aux émotions attachées au son musical. Une satisfaction offerte sans concept. On se souvient que c'est l'une des caractéristiques premières de l'idéal de beauté, selon Kant. Le plaisir produit par l'œuvre est livré dans une immédiateté qui ne se discute pas. La musique permet la jouissance qui, dit Kant, ne laisse pas derrière elle quelque chose pour la réflexion. Elle combine des sensations, selon le rapport numérique des vibrations de l'air, selon certaines règles mathématiques, mais qui n'interviennent pas dans le plaisir proprement dit. Je ne parle pas ici des produits de l'industrie culturelle qui résultent de l'intention de faire consommer et qui s'ajustent donc à des attentes calculées. Je parle ici de l'œuvre de génie qui ne reçoivent pas le art de la science, mais en produisent les règles, comme si elles émergeaient de la nature. Je sais que j'évoque là une conception du génie qui est plutôt datée, mais ce qui a marqué ceux qui l'ont admise est éloquent. L'art musical fascine les philosophes qui éprouvent la pauvreté de leurs concepts comparée à la richesse des émotions qui nous donnent le sentiment de coïncider dans la joie ou dans la douleur avec la quintessence du monde. C'est là la supériorité de l'art musical, selon Schopenhauer. Une conception, celle de Schopenhauer, que suivra toute une tradition au cours du XIXe siècle. Je cite, « La musique
est un exercice de métaphysique inconscient dans lequel l'esprit ne sait pas qu'il fait de la philosophie. Et c'est cette spontanéité qui s'oppose à la fois au dur travail du concept et qui signale le génie du musicien. Bergson considérait la musique, celle de Debussy par exemple, comme le moyen de contourner les impasses du concept qui ne nous donne accès qu'au superficiel. La musique, elle, sollicite l'intuition et livre le sentiment de la durée où se reconnaît le moi profond. Elle déconstruit le carcan du langage qui nous dérobe la vie elle-même. On trouverait chez Hegel des accents identiques pour exprimer la vertu de la musique à exprimer l'intimité la plus profonde de l'âme, disait Hegel. Seule l'intériorité sans objet, la subjectivité abstraite se laisse exprimer par les sons. Subjectivité abstraite qui est un moi entièrement vide, sans autre contenu. Et là, Hegel le lui reprochait. Jacques Derrida résumait l'accueil fait à la musique par Hegel en disant ceci: elle est l'expression immatérielle d'un cogito purement esthétique. Elle est la libre intériorité qui se déploie pour le plus pur plaisir de se déployer, pour éprouver la jouissance qui se déploie, pour éprouver la jouissance de se sentir vivante et libre infiniment. Pour provoquer cette jouissance, Hegel préférait de loin Rossini à Beethoven, dont la musique lui paraissait trop conceptuelle. Tout comme Nietzsche préférera Bizet à Wagner, et entre autres pour la même raison. Il est donc clair que la philosophie envie à la musique son pouvoir de convoquer l'ineffable, que de son côté, elle est incapable d'affronter. Un ineffable qui est gage de communion et d'universalité. C'est là quelque chose qui mérite d'être souligné et que Schopenhauer permet de comprendre. La volonté est selon lui l'essence du réel, et la musique est seule capable d'en capter la source, pour autant qu'elle échappe à la représentation qui nous en éloigne fatalement. Cette formulation plutôt elliptique résume pourtant l'essentiel. La volonté se donne une objectivité à travers des idées, celles que prospectent les philosophes. Or, la musique évolue au-delà des idées. Elle est indépendante du monde phénoménal. Elle reproduit directement la volonté, c'est-à-dire ce vouloir vivre qui habite les individus. L'ineffable est donc au principe de la musique, et l'on s'explique qu'il touche au plus profond de l'individu, cet individu victime du vouloir vivre universel qui le dépasse et qui le détermine. Ainsi s'explique le pouvoir communicationnel de la musique et la portée universelle de son impact. Wagner, à Bayreuth, cherchera à traduire ce pathos de la volonté traversant l'humanité tout entière. Il cherchera à entretenir une certaine mystique, au risque évidemment de l'irrationalisme qui ne va en retenir que cette disqualification de la raison, incapable d'échapper à l'étroitesse des concepts. J'avancerai presque que ce pouvoir communicationnel, fondé sur une certaine mystique, a peut-être entretenu l'événement Woodstock associé au rock. Je pense qu'il y avait quelque chose là aussi d'analogue à Bayreuth. Il me faut revenir, pour finir, aux ambitions des technoscientifiques lorsqu'ils mettent en avant le pouvoir des machines à produire de la musique. Je crois qu'on aura compris l'outrecuidance d'une semblable ambition au regard de la conception que les philosophes donnent de l'art musical. Produit de la sensibilité et de l'émotionnel, traduisant l'ineffable, constitutif de toute réalité, comment la musique se laisserait-elle dérober par le pouvoir des machines?
Kant avait répondu à sa façon à cette question, en se demandant si le chant d'un rossignol, simulé par un habile imposteur, continuerait de nous charmer quand nous aurions découvert qu'il est le produit d'artifice. Non, répondait Kant, le plaisir musical ne saurait survivre à la supercherie. Ce qui nous ravit dans le chant des oiseaux et qui, par analogie, nous attache à l'œuvre des grands musiciens, c'est qu'ils paraissent un jeu avec eux-mêmes, qu'ils sont en un certain sens désintéressés. Certes, la musique procède bien d'artifices ayant vocation à produire des effets, comme tous les artifices. Ce sont les artifices des instruments, ce sont les artifices qui dictent à la musique la régularité mathématique de son écriture. Mais quand la musique ne tient qu'à cela, elle ennuie, estime Kant. Il lui manque l'âme, comme diront Hegel, Bergson ou Yankelevitch. Et de fait, en ce cas, elle peut bien être produite par des automatismes, tels que ceux que développe l'intelligence artificielle, mais sans abuser le mélomane, ni même séduire le néophyte. La musique est porteuse d'un ineffable qui résiste à l'imitation et d'une façon générale au concept. Comme la rose de Silésius, elle est sans pourquoi, et c'est sa grandeur. Un petit texte de Bergson, recensant un livre d'Albert Bazayas, intitulé Musique et inconscience, ce petit texte exprime bien l'inexplicable de la musique, qui compromet en quelque sorte sa reproductibilité technique. Ce petit texte rappelle en passant la leçon de Schopenhauer, je voudrais le citer. Faisant remarquer incidemment la naïveté avec laquelle la plante laisse voir par sa figure seule tout son caractère, toute sa vie et les mouvements de son être intime, Schopenhauer reconnaît que c'est cet abandon et cette ingénuité qui prêtent tant de charme à la physionomie des plantes. Pour ce qui est de l'homme, au contraire, il faut l'étudier à fond et le mettre à l'épreuve, car la raison le rend éminemment capable de dissimulation. La candeur de la plante tient à ce qu'elle est privée de connaissance. Ce n'est pas dans le vouloir, c'est dans le vouloir conscient qu'est la faute. La musique, qui n'est pas sans analogie avec la vie végétative de l'inconscient, se présente à nous avec la même candeur. Elle parle profondément à l'âme par sa grande naïveté. L'âme se laisse aller à ses mouvements spontanés sans songer à se dissimuler à elle-même. Elle se montre, pour ainsi dire, à nu, abandonnée et innocente. Elle laisse de côté tout échafaudage de concepts. Elle fait retour à sa spontanéité primitive. Elle s'y complaît. La musique nous présente comme une floraison consciente de sentiments ingénus et innocents. C'est la vie profonde de l'esprit qu'elle restitue. Elle nous en donne une contrefaçon complète. Voilà qui acheverait peut-être de convaincre combien cette spontanéité élémentaire, qui résiste au concept et qui rend modeste le philosophe empêtré dans l'ordre du discours, eh bien voilà qui acheverait de convaincre que cette spontanéité est propice à remettre le technoscientifique à sa place, c'est-à-dire dans le camp des imitateurs sans génie, étrangers à la vie symbolique qui inscrit la musique au plus profond de l'aventure humaine. Je vous remercie. Merci beaucoup Jean-Michel Beignet pour ce remarquable exposé et ces réflexions. On avait l'impression, en vous écoutant, que vous aviez investi le titre du colloque lui-même, ce qui pour nous, ce qui ne peut que nous ravir, puisque de la musique avant toute chose est en quelque façon la ligne conductrice que vous avez suivie. Donc merci pour toutes ces réflexions. J'en profite d'ailleurs pour dire qu'il s'agisse de l'intérêt
intervention d'Orlando Figes, de Salwa Castello Branco, de Francis Wolff et maintenant de Jean-Michel Beignet. Il s'agit aussi pour nous d'approfondir les bases du Centre européen de musique. Et donc, entendez que aujourd'hui, nous sommes non seulement attentifs aux réflexions et aux travaux que vous exposez, mais ces travaux en quelque façon vont nourrir et consolider, si on peut dire, le SEM. Donc, merci infiniment à tous et en l'occurrence à Jean-Michel. Je me disais en vous écoutant que iriez-vous jusqu'à penser que, d'une certaine manière, la philosophie doit démissionner s'agissant de la musique? Pour le reste, non, mais en vous écoutant, on se dit que peut-être la musique, la philosophie, pardon, devrait laisser la musique, comment dirais-je, parler de la musique en quelque sorte. J'imagine que vous n'iriez pas jusque-là. Oh, j'irais quand même assez loin sur ce terrain. Je trouve que souvent les philosophes qui ont voulu s'exercer à la musique ont eu quelque chose d'un peu pathétique. Je pense à Rousseau, je pense à Nietzsche, bien sûr, qui ne se sont pas vraiment résolus à être en défaut par rapport aux musiciens. Je crois qu'il y a quelque chose un petit peu de cet ordre d'une douleur profonde de ne pas pouvoir au fond s'arracher à la phénoménalité. Si la musique nous propulse au-delà du phénoménal, un petit peu comme Francis Wolff a présenté son objet par référence à la caverne de Platon. Je dirais que oui, le philosophe, c'est un peu cet Icare qui, comme l'évoquait Georges d'ailleurs en introduction, cet Icare qui désespère de toucher, d'atteindre ce qu'il entrevoit, ce qu'il ne fait qu'entrevoir. Et peut-être la musique a-t-elle la vertu d'aiguiser cet appétit, ce désir tout simplement d'absolu, mais le philosophe a encore très largement un pied dans la caverne et ne s'en arrachera pas, parce qu'il est prisonnier du concept, il est prisonnier de catégories qui ne lui permettent pas d'échapper à l'espace, au temps et à tout ce qu'il croit entrevoir, en tout cas chez le musicien.